Bonjour et bienvenue dans les 4V, François Ruffin. Bonjour. Un membre de la famille de Brigitte Macron, son petit-neveu, a donc été agressé violemment devant la chocolaterie familiale à Amiens, chez vous dans la Somme. Le jeune homme a été attaqué par plusieurs personnes qui voulaient s'en prendre indirectement au président de la République. Qu'est-ce que cela vous inspire, François Ruffin ? Ce sont évidemment des faits graves et inadmissibles. Et moi, déjà, pendant la crise des Gilets jaunes, j'étais allé voir la famille Tromieux, le chocolatier, pour lui dire que je lui apportais mon soutien, même si j'apportais mon soutien aussi aux Gilets jaunes, parce qu'on ne défend pas la démocratie, on ne défend pas la République en s'en prenant à un chocolatier, fût-il de la famille de Madame Tromieux. Donc il faut être très clair là-dessus. Et puis, on ne répond pas à la violence politique, quelque part sociale du président de la République, par de la violence physique. Des maires sont aussi pris pour cible, des députés sont pris pour cible. Les digues de violence semblent céder les unes après les autres. Est-ce que vous condamnez sans ambiguïté, sans nuance, sans oui mais toutes ces formes de violence physique ? Je condamne sans ambiguïté toutes ces formes de violence physique, mais je veux que ça se fasse sans hémiplégie, sans avoir une moitié de vue. Ça veut dire que hier, par exemple, le délégué CGT de Verbaudet a été agressé devant chez lui, molesté, gazé par des gens qui se sont prétendus de la police, et j'en ai pas entendu parler dans les médias, et donc la violence qui se passe sur les uns ou sur les autres doit être condamnée de la même manière. Maintenant, la question est, on voit une montée de la violence en politique. La question, c'est comment on en sort. Vous aviez un invité. La première question, c'est qui l'alimente ? Qui l'alimente ? Parce que c'est souvent reproché à Jean-Luc Mélenchon d'être un peu ambigu sur les violences. C'est un député LFI de chez vous, Thomas Porte, qui a joué au foot le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il y a 10 jours, un conseiller régional apparenté LFI, Christophe Prudhomme, a chanté dans une manif « Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer ». Pensez pas que ça peut armer, que ça peut déverrouiller des cinglés, ça, à un moment ? Non, je crois pas. Vous savez, par exemple, le comportement ici et maintenant, aujourd'hui, du choix des macronistes, du président de la République, de dire que sur les retraites, sur le report de 62 à 64 ans de l'âge légal des retraites, il n'y aura pas de débat à l'Assemblée, on ne pourra pas voter, de tout faire pour que le 8 juin, il n'y ait pas ce débat et ce vote, je pense que ça participe à ne pas proposer d'issue démocratique à une crise sociale. Ça veut dire quoi ? Ça légitime la violence ? Non, ça ne la légitime pas, mais moi je cherche le chemin pour sortir de cette montée de la violence. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la démocratie ? C'est l'organisation du conflit. C'est sa verbalisation, c'est son institutionnalisation. Quand la voie démocratique apparaît bouchée, eh bien, on en vient de la violence physique que je condamne, d'accord ? Que les choses soient claires. Maintenant, l'histoire du 19e siècle, vous avez eu un invité qui en a parlé tout à l'heure, mais c'est un lien entre la violence et la politique. Ça a été les émeutes de 1830, 1834, 1848, 1871. Comment on en est sorti ? On en est sorti en offrant une issue démocratique à ça. Ça a été le suffrage universel qui est venu apaiser les tensions dans la société française. Et ben, je pense qu'aujourd'hui... Vous dites quoi, à mot couvert ? Qu'Emmanuel Macron a une responsabilité dans les faits de violence que connaît le pays ? Il est évident que Emmanuel Macron a une responsabilité parce qu'on a aujourd'hui une crise sociale, une crise politique, une crise démocratique et il n'y apporte qu'une réponse policière. Écoutez ce qu'il disait. Non, je veux aller jusqu'au bout de mon raisonnement, M. Soto. Aujourd'hui, il faut apporter à la France un nouvel outil démocratique de manière à permettre qu'il y ait une issue à ça. Quelle est ce nouvel issue ? C'était déjà réclamé dans la crise des Gilets jaunes. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Il faut aujourd'hui permettre aux citoyens d'être entendus en politique, de pouvoir porter des initiatives et d'avoir un débouché démocratique à une crise profonde. Et si on n'offre pas ça, je crains qu'on s'enlise dans des débouchés individuels, groupusculaires de violence. Et il ne nous faut pas ça pour le pays. Venons-en à la politique, la vraie, celle qui permet le débat sans se mettre sur la figure, comme on dit. La Première ministre et les syndicats ont recommencé à se parler. Est-ce que vous estimez que finalement, la bataille des retraites, maintenant, elle est perdue, que c'est terminé, que ce match-là, il est plié ? Comment vous voulez que je vous dise ça, alors qu'il doit y avoir le 6 juin une manifestation dans la rue, mais surtout le 8 juin, qu'enfin on puisse voter sur ce report de l'âge légal de la retraite. Avec la proposition de loi du groupe Lyot, mais qui au fond ne changera pas grand-chose. Oui, mais d'accord, mais quand même, vous voyez comment il y a un renoncement démocratique, y compris dans le propos que vous tenez, M. Soto. Parce que ça fait 6 mois qu'on parle des retraites tous les jours. On peut pas dire qu'on n'est pas... Ça n'est pas une accusation, mais se dire que possiblement on a là une loi qui va passer sans avoir la majorité à l'Assemblée, même en perdant, et la majorité faisant tout pour que ça ne soit pas débattu dans l'hémicycle, qu'on a des millions de Français qui sont sortis dans la rue à plusieurs reprises, qu'on a tous les syndicats unis qui disent non à ce report de l'âge légal de la retraite, on a 2/3 des Français, 4/5 des salariés qui disent non, on ne veut pas de ça. Il vous restera une arme, c'est de déposer une nouvelle motion de censure. Est-ce que ça sera le cas ?
On verra. Et ça, mais il y a d'autres armes. Vous savez, je pense que dans la durée, cette loi sera défaite. Elle sera défaite parce quand il y a un vice démocratique qui est tel que celui-là, il est évident que la prochaine majorité qui s'installera à Matignon et à l'Élysée viendra défaire ce report de l'âge légal de la retraite. Mais vous savez, il y a de la violence derrière ça. Parce que très concrètement, pour les gens, je le vois, moi je l'entends dans les usines, ils se demandent comment on va faire pour tenir 3 mois, 6 mois, 1 an de plus, quoi. François Ruffin, est-ce que vous nous confirmez que la France Insoumise, votre groupe à l'Assemblée, va déposer une contre-proposition de loi sur les salaires et sur le partage de la richesse? Ça va de soi. Bon, et oui, il y aura une contre-proposition de loi sur le partage de la valeur ajoutée. Il y aura quoi? Il y aura déjà un meilleur partage des dividendes, il y aura une indexation des salaires sur l'inflation, il y aura un certain nombre de choses comme ça qui seront présentes à l'intérieur. Le partage des dividendes, ça se fera comment? Aujourd'hui, vous savez, même Nicolas Sarkozy avait dit un tiers, un tiers, un tiers. Aujourd'hui, on en est très loin, puisque dans les bénéfices des entreprises du CAC 40, c'est plus de la moitié qui vont aujourd'hui aux actionnaires. Donc il est nécessaire d'avoir une meilleure répartition de ça. Dire à quel point on nous vend du vent. Vous savez, pendant tout l'été dernier, on nous a vanté la prime Macron. Et à la télévision, Emmanuel Macron a dit, voilà, je l'ai triplée, elle est à 3 000 euros par mois. La réalité, c'est que dans ce pays, 80% des salariés, 20 millions de salariés sur 25, n'ont rien touché, 0 euros. Et ceux qui ont touché, la moitié ont touché 400 euros. Donc vous voyez, on nous vend du vent et derrière, il y a très très peu de choses. Et de la même manière, eux parlent de partage de la valeur ajoutée, ça va arriver au 1er janvier 2025. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir de quoi partir en vacances, non pas au 1er janvier 2025, mais maintenant. Ce que vous dites, c'est qu'il faut que ça aille plus vite. Vous voulez aussi plafonner les écarts de salaire, c'est ça, de 1 à 20 en entreprise? Tout à fait. Mais par ailleurs, je pense que ce que les gens attendent aujourd'hui, moi je viens avec un principe simple, les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire, il doit être relevé en même temps que l'inflation, il nous faut une indexation des salaires sur l'inflation. Et surtout dans ce partage de la valeur ajoutée, il ne faut pas oublier tous les gens qui sont dans la sous-traitance, tous les gens qui sont à deuxième ligne, tous les gens qui sont dans des franchisés. C'est-à-dire que dans les grands groupes du CAC 40, il y a une accumulation de profits, mais il faut que ça ruisselle aussi vers la sous-traitance et vers les franchisés. Vous allez déposer quand cette proposition de loi? Là, dans la semaine qui vient, je pense. Dans la semaine qui vient. Emmanuel Macron veut manifestement renouer le lien avec les Français quand il promet 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Est-ce que là, vous lui donnez crédit? Je calcule combien ça fait, 2 milliards d'euros. Et je vois, d'après ce qui sort, que ça va faire aux alentours de 10 euros par mois. 10 euros par mois. On ne sait pas encore comment ça sera réparti et comment... En gros, vous imaginez que c'est une aumône si on vous donne 10 euros par mois. Donc il ne s'agit pas d'être dans ça. Se dire que l'inflation aujourd'hui, elle coûte au même ménage entre 100 et 200 euros par mois. Donc on voit très bien que c'est ridicule. Mais même la TVA rapporte à l'État 15 milliards d'euros en plus grâce à l'inflation. Et on va en redonner 2 milliards aux Français. Donc ça ne va pas. Donc il faut, 1, l'indexation des salaires sur l'inflation, mais 2, les Français sont bien conscients que tout ça ne fait pas un projet de société. C'est-à-dire que si on dit que pour la transition écologique, pour affronter le choc climatique, et on le voit en Italie là, il nous faut des moyens. Pour qu'on ait une école qui forme des citoyens. Mais il propose, il baisse les impôts pour les classes moyennes. Sans doute pas suffisamment, c'est ce que vous dites. Le gouvernement s'attaque à la fraude fiscale aussi, avec un plan dévoilé par Gabriel Attal. Ça vous va pas non plus, ça? Non, mais ça pourrait être du Ruffin de s'attaquer à la fraude fiscale. D'abord, je vous dis, tout ça ne fait pas un projet de société. Les Français sont bien conscients qu'il ne s'agit pas seulement de baisser les impôts sur les entreprises, sur les salariés, sur tout le monde, mais il s'agit aussi de se demander qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et là, le président de la République n'apporte rien, ne porte aucune réponse. Ensuite, Attal, c'est vraiment de la fumisterie. Pourquoi? D'abord parce que M. Darmanin avait dit la même chose il y a 2 ans en disant voilà, on va pouvoir priver de droits civiques. C'est déjà dans le Code général des impôts. Et personne, qu'on me dise qui, du coup, a été condamné à la privation de droits civiques depuis, qu'on me dise qui a été inscrit. Mais la lutte contre la fraude fiscale, c'est 14,6 milliards récupérés en 2022. Très bien. Mais d'abord, s'il veut appliquer ce qu'il a dit en privant de droit de vote, il peut ouvrir son carnet d'adresses et il y a un certain nombre de choses. Est-ce que l'État va cesser de passer des contrats avec McKinsey qui paye 0 d'impôt sur les sociétés en France? Est-ce que Amazon ne sera plus reçu à l'Élysée en la personne de son patron Jeff Bezos puisqu'il ne paye pas d'impôts ni en France ni en Europe? Vous voyez, on a un Gabriel Attal qui vient dire on va faire des choses merveilleuses sur la fraude fiscale quand dans la réalité aujourd'hui ils font rien. Quelques mots sur vous quand même, François Ruffin. Vous situez où aujourd'hui? Vous aviez une image plutôt radicale. Aujourd'hui, vous parlez de social-démocratie. Vous êtes passé de Mélenchon à François Hollande? Non.
Pas du tout. Non, non. Moi, je suis dans la continuité d'une histoire de Et la vous gauche. citez du Sarkozy. Oui, je suis du Sarkozy. Je peux même vous dire que, par exemple, le commissariat au plan a fait du bon travail avec François Bayrou, là, sur les questions de réindustrialisation. Mais j'ai pas de problème à les reconnaître, ce qui peut être fait. Mais moi, je suis dans la continuité de l'histoire de la gauche. L'histoire de la gauche, elle naît de la Révolution française. Elle embrasse Jaurès. Elle passe par le Front populaire, 1945, mai 81. Et elle est portée par Jean-Luc Mélenchon à 3 reprises. Et on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut embrasser toute la société française. Quand Jacques Attali dit « Ruffin est un espoir, celui d'une gauche à la fois radicale, populaire, pragmatique et enthousiasmante », il vous définit bien. Ça vous rassure de plaire à Jacques Attali ou pas? Non, ça m'inquiète quelque part. Il vous manque le soutien d'Alain Minc Mais et je veux vous avez dire, les portes de l'Élysée qui sont Jacques ouvertes. Attali qui a quand même mis sur les rails avec sa commission Emmanuel Macron, c'est pas ce qui me rassure le plus. Maintenant, maintenant, il y a à se demander comment on fait pour rassurer la société française. Vous savez, vous parliez de ce climat de violence. On a une France qui a vraiment besoin d'apaisement et qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être protégée. Moi, c'est ce que je ressens profondément avec les gens. Vous serez tête de liste aux européennes ou pas l'année prochaine? Alors, aucun risque. D'abord parce que déjà quand on est ici à l'Assemblée à Paris, on a du mal à être entendu par l'Élysée. Donc c'est même malgré mon affection pour les Belges, les frites et Magritte, je ne vais pas partir là-haut. Et ensuite parce que je pense que la question, elle est surtout comment on fait pour avoir une gauche au-delà de la personne, mais une gauche rassemblée qui vient porter des projets en Europe, par exemple pour un projet d'impôt sur les grandes firmes et les grandes fortunes qui soit européen, ou un projet qui aille pour la présomption du salariat chez les auto-entrepreneurs que refuse aujourd'hui Emmanuel Macron. Merci à François vous. Ruffin d'être venu dans les 4V. Bonne journée. Merci à vous.